Bonjour, dans ce nouvel épisode, on va parler de pensée visuelle et je reçois pour l'occasion mon ami Cyril Maître. Et Cyril, sans jeu de mots, est justement un maître dans cette approche qu'on appelle la pensée visuelle. Ça vous est certainement déjà arrivé de griffonner lorsque vous prenez des notes parce que vous avez l'impression que vous allez mieux retenir avec des petits dessins ou des schémas ou ce genre de choses, ou alors vous aimez justement apprendre avec des bandes dessinées, c'est un peu la mode en ce moment. Tout ça s'inscrit dans ce qu'on appelle la pensée visuelle. Et donc, ça va être le sujet du jour avec donc Cyril qui m'accompagne pour l'occasion. Bonjour, je m'appelle Vincent Delourmel, je suis un mnémoniste, c'est-à-dire un artiste de la mémoire. Je vous enseigne sur mon site https://lettres-secret.com des stratégies pour mémoriser, pour vous concentrer, pour être plus attentif et plus efficace dans votre quotidien. Et donc, je vais vous présenter mon ami Cyril Maître. On se connaît depuis 2011 maintenant. Et Cyril, c'est très très tôt passionné pour la pensée visuelle, notamment pour le mind mapping. Il va nous expliquer ce que c'est. Et aujourd'hui, Cyril en a fait sa religion. Bah oui. Cyril, bonjour. Salut Vincent. Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter ton parcours et puis évidemment ta passion pour cette pensée visuelle? Oui, très bien. Je suis religieux en pensée visuelle, c'est ça? Non, je plaisante. Alors, c'est pas tout à fait une religion, mais effectivement, ça a été une passion qui est toujours une passion, mais qui est devenue mon métier maintenant. Voilà, c'est un métier passion. Donc, pour me présenter en deux mots, donc, tu l'as dit, je m'appelle Cyril Maître, et en fait, j'identifie mon activité comme de la formation en efficience cognitive. Alors, qu'est-ce En qui se cache efficience derrière ce mot? cognitive, c'est ça, efficience. Ouais. Vas-y. Efficience, c'est important, la notion d'efficience. C'est qu'est-ce qui se passe derrière ce terme qui peut paraître un peu barbare? C'est tout simplement que j'aide mes clients à faciliter leur traitement de l'information au quotidien. Et je travaille à partir de trois grands axes. La lecture efficace, Ouais. qui n'est pas que de la lecture rapide, enfin c'est tout un discours, hein, la vitesse n'est qu'un paramètre. Un domaine que tu maîtrises à la perfection, et c'est d'ailleurs avec toi que j'ai beaucoup appris, c'est les stratégies et les techniques de mémorisation. Et comme tu l'as dit, ma spécialité, c'est la pensée visuelle, les outils de pensée visuelle. Donc voilà pour une présentation très succincte. Je suis en Vendée maintenant, voilà, géographiquement. Tu es en Vendée, tu as deux Et puis, enfants, tu es marié, on peut tout savoir. exactement, voilà, tu as tout dit. Et j'aimerais Et aussi sur qu'on la, parle peut-être dans ta présentation de ce titre de champion de France. Tu as été champion de France, ou peut-être même plus que champion de France. un peu plus, ouais, j'ai été en 2018 d'abord champion de France et puis après champion du monde de mind mapping. Voilà, les championnats de France, c'était en France, à Paris, et c'était la dernière année où on a eu l'occasion de pouvoir croiser Tony Buzan, donc l'inventeur du mind mapping. Oui. Et je l'ai recroisé après à Canton, en Chine, dans des championnats du monde. C'était une très belle rencontre. Et oui, donc un titre de champion du monde. En fait, j'ai rapporté une médaille d'or et une médaille d'argent de Chine. Ça peut peut-être intéresser ton auditoire d'ailleurs de voir ce que c'est que ces championnats en deux mots. Bah oui, c'est Euh, intéressant de voir mais qu'est-ce qu'on fait lors d'un championnat du monde de mind mapping. alors, c'est pour des gens un peu bizarres, je pense, hein. C'est une compétition de prise de notes. Voilà, on pourrait résumer ça comme ça. De prise de notes sous forme de mind mapping, sous forme de carte mentale. Alors, peut-être qu'on Et donc, on peut peut-être vite fait quand même redéfinir ce qu'est un mind map, parce que tout le monde ne connaît pas ouais. forcément c'est quoi un mind map, ça porte plusieurs noms en plus. Donc, alors, Alors, on peut, rappelle-nous. ouais, ouais, je peux rappeler ce que c'est qu'un mind map. Alors, c'est de plus connu maintenant, et pour ceux qui connaîtraient pas, c'est un outil de prise de notes visuelle qui a un point d'entrée au centre, c'est ce qu'on appelle le cœur de carte. On démarre au milieu et on va faire irradier les idées à partir de ce cœur de carte, de ce centre, sur des branches tout autour. Alors, Voilà, juste pour en un mot. peut-être préciser, alors si pour ceux qui voient toujours pas ce que c'est, vous savez, c'est lorsqu'on met dans un nuage un mot, et après on fait des branches, et on met des mots sur des branches. Voilà ce que tu dis, irradier, Exactement, c'est ça, hein. Ok. Donc, tu as pris des exactement. notes comme ça lors d'un championnat du monde, tu as pris des notes sur un sujet donné, et en prenant des notes, tu as donc créé un mind map, et tu as été champion du monde, c'est ça? C'est ça, voilà. Il y a trois épreuves en fait. Il y a une épreuve reine entre guillemets, qui est la prise de notes d'un discours. Donc c'est du direct. Et là, c'était en anglais. Tony Buzan, il parlait anglais. C'était traduit en chinois. Et il fallait faire sa carte comme ça. Donc, c'était
un exercice pas évident, mais très intéressant. Donc c'est cette épreuve que j'ai gagnée. Et j'ai fini second sur la deuxième épreuve qui est la prise de notes à partir d'un texte. On avait un gros magazine qui faisait 200-250 pages. C'était un magazine sur la photo. Alors heureusement il y avait beaucoup de photos, mais il y avait beaucoup d'articles de fond. Et donc on avait 2 heures pour lire tout le magazine, le synthétiser et réaliser la carte. Alors là c'est un bon mélange de lecture efficace et de pratique de pensée visuelle. Le magazine était en quelle langue? C'était en français le magazine. On a eu la chance d'avoir un magazine en français. Ouais. D'accord, donc il y avait des participants français qui avaient des magazines en français. Mais alors, vous étiez donc évalué par des Français ou par des gens de l'équipe de Tony Alors on Buzan? était évalué à la fois par des Français, des Anglais et des Chinois. D'accord. Mais sur le contenu, en fait, on peut noter la forme, c'est-à-dire le respect des règles de construction dans n'importe quelle langue. Par contre, pour le contenu, sur le fond, forcément, c'est des Français qui évaluent ça. D'accord. Donc toi, tu es multiple champion finalement. Tu as un championnat, tu as eu un premier prix et un second prix, mais vraiment dans cette matière qui est le mind mapping, c'est ça? C'est ça, cette thématique, sur cet outil. Voilà. Ok, donc tout ça, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle la pensée visuelle et ça va être l'objet de ma prochaine question. Mais qu'est-ce que donc cette fameuse pensée visuelle? Alors moi j'ai découvert le mind mapping il y a très très longtemps, c'était en 1990 je crois par le bouquin de Tony Buzan, c'était Dessine-moi l'intelligence à l'époque, ça s'appelait comme ça. Et on ne parlait pas encore de pensée visuelle, mais si on regarde un petit peu plus dans l'histoire, on se rend compte que notamment chez un auteur qui s'appelle Bulas, on le voit donc proposer des solutions à partir de dessins associés à des légendes, à des petits mots-clés. Et moi j'ai eu la chance de connaître et travailler avec un monsieur qui s'appelait Alain Lurie. Et Alain Lurie donc, m'avait souvent expliqué que pour bien ancrer une information dans sa mémoire, il faudrait le voir et voir une légende associée à l'image. Donc le concept d'image légendée a toujours été plébiscité par ceux qui travaillent sur la mémoire pour favoriser la compréhension. Et donc cette pensée visuelle, enfin moi de ce que j'ai vu, parce que toi je te connais depuis maintenant, donc depuis 2011, donc ça fait 13 ans aujourd'hui, on ne parlait pas, enfin tu vas peut-être me contredire, mais je n'ai pas l'impression qu'on parlait déjà de pensée visuelle au sens strict du terme, parce qu'après sont apparus d'autres outils. Qu'est-ce que c'est que la pensée visuelle au sens global et large? Alors effectivement, au départ, je connaissais pas ce terme de pensée visuelle. Aux États-Unis peut-être, on parle de visual thinking, c'est possible. Mais en France, à ma connaissance, c'était quand même soit très confidentiel, soit pas connu. Alors je vais te donner ma définition personnelle de la pensée visuelle. Pour moi, la pensée visuelle, c'est un ensemble d'outils qui vont associer à la fois des éléments textuels, soit sous forme de mots-clés, soit sous forme de phrases courtes, et des éléments graphiques. Donc, quand on parle d'éléments graphiques, souvent la première chose qui vient à l'esprit, c'est des pictogrammes, des petits dessins. Mais il y a beaucoup plus de choses que ça. Hein. On va avoir des conteneurs, des séparateurs, des branches pour les mind maps, etc. Donc, ces éléments graphiques, ça va être un petit peu la grammaire qui va donner du sens, du lien à nos mots-clés. Et donc tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend évidemment, c'est des codes, des règles. Alors, il y a des techniques que l'on apprend. C'est vraiment très méthodologique, la pensée visuelle, tous les outils de pensée visuelle. Si on est néophyte et qu'on voit un mind mapper professionnel qui fait ça depuis des années, on a l'impression qu'il doit avoir le cerveau configuré de façon particulière, qu'il a un don particulier. Et absolument pas, en fait. C'est juste une méthode, ça s'apprend, il y a des étapes. En fait, il y a des règles de construction à maîtriser, c'est très facile, faut un jour ou deux et un peu de pratique. Et on est capable de prendre des notes visuelles comme ça. Il y a un autre outil qui s'appelle le sketchnoting, qui est une autre façon de prendre des notes visuelles, c'est pareil. Il y a une bibliothèque visuelle à se construire, et puis après c'est un petit peu de pratique. Alors comment tu différencies un peu tous ces courants, parce que le mind mapping donc s'inscrit dans la pensée visuelle. Tu nous parles du sketchnoting, peut-être que tu vas nous préciser ce que c'est que le sketchnoting. Alors c'est marrant de parler de pensée visuelle sur un podcast sans visuel. Ah oui. Pour ceux qui écoutent, éventuellement, si vous avez l'occasion, vous irez chercher sur Internet les termes que je vais donner, ça vous donnera une illustration. Donc le mind mapping, la carte mentale ou carte heuristique, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est une technique où on va mettre notre sujet principal au centre et on va faire partir de ce centre des branches avec des mots dessus. On va ramifier l'information de cette façon-là. Le sketchnoting, on va avoir un point d'entrée qui est souvent en haut ou au centre et ensuite on va mettre les informations sur la feuille
de façon souvent non linéaire. Et on va utiliser donc soit des mots-clés, soit des phrases courtes, et on va on va donner du sens à ces mots grâce à des connecteurs. On va montrer les liens logiques grâce à des connecteurs, donc des flèches tout simplement. On va assembler les éléments d'un même domaine grâce à des conteneurs, par exemple, ou séparer deux domaines grâce à des séparateurs. Donc ça va être des boîtes ou des traits qui vont séparer. Et on va utiliser, pour illustrer les mots, pour renforcer le sens des mots importants, on va pouvoir illustrer des pictogrammes. Oui. Donc tu as parlé d'utiliser des images et des mots effectivement pour mémoriser. C'est vrai que c'est super efficace. Ça s'appuie notamment sur les découvertes de Pavio et ce qu'on appelle la théorie du double codage, le fait qu'on traite mieux l'information quand on la voit de façon imagée et textuelle. C'est vieux, hein, ça date des années 70. Mais en pensée visuelle, on va bien au-delà de ça. C'est-à-dire que c'est pas juste une image et des mots, c'est des mots qui sont connectés entre eux pour avoir une vision globale du sujet. Tu vois, on crée du sens, on crée de la clarté, de la compréhension sur un sujet. C'est ça, c'est aussi un outil de clarification en soi, quoi. Moi, j'ai envie de dire, c'est d'abord des outils de clarification, des outils de pensée visuelle. On va rendre claire l'information. Pour soi, si je prends des notes, ou pour d'autres, si c'est pour d'autres, avec un autre outil comme la facilitation graphique, par exemple, qui se fait soit sur des tablettes, soit sur des grands supports. La facilitation graphique, c'est encore différent du sketchnote ou c'est très proche? Alors, c'est à la fois très proche et très différent. On va avoir la même boîte à outils visuels, donc de la typo, du texte, des pictos, des conteneurs, séparateurs, etc. Sauf que la posture est différente. Quand je sketchnote dans un cahier, dans un carnet, et je vais prendre des notes pour moi. Donc, ma contrainte, c'est de me comprendre, d'aller chercher les informations dont j'ai besoin, de pouvoir me relire et les réexploiter. Quand je fais de la facilitation graphique, je vais utiliser ces outils, mais pour les autres. Donc, la posture est pas pareille, et je dois être sûr d'être clair pour tout le monde. Tu vois? Et donc, on va avoir des visuels très différents. C'est plus difficile, je pense, quand même. C'est plus un métier, ça, quand même. C'est le niveau d'après. Ouais, c'est ça. Un peu le niveau d'après. Donc voilà pour trois de ces outils, et effectivement ce sont vraiment d'abord des outils de clarification qui vont permettre de mieux comprendre. Et tu vois, si on commence à faire un pont rapide avec la mémoire, ce qu'on comprend mieux, ce qui se conçoit bien en fait, on va pouvoir le mémoriser beaucoup plus facilement. Hein, c'est vraiment comprendre avant d'apprendre. Et vraiment les outils de pensée visuelle pour ça, c'est absolument incroyable. Et ben justement, c'est le sujet de la prochaine question. On va justement axer un tout petit peu plus sur la mémoire et la pensée visuelle, et je vais te challenger sur une question. Donc si vous suivez ce podcast, vous savez que l'un des éléments phares de la mémorisation, c'est le contexte, notamment en lien avec une mémoire qu'on appelle la mémoire épisodique. Et c'est vrai que les outils de pensée visuelle, quelque part, répondent à cette contrainte. Le truc, c'est que ça peut ne pas convenir à tout le monde. Par exemple, moi, j'avoue, je ne suis pas très très fan du mind map dans l'usage. Bon, voilà. Par contre, j'aime beaucoup le sketchnote, et c'est grâce à toi d'ailleurs, Cyril, parce que c'est toi qui m'a fait découvrir le sketchnote, qui m'a enseigné les rudiments. Alors, je suis moi qu'un débutant de chez débutant, mais bon, voilà, je gribouille, on va dire, et ça marche bien. Et comment est-ce que cet outil, justement, s'inscrit dans la contextualisation de la mémoire, en tout cas de la mémorisation? Qu'est-ce que tu appelles contextualisation du coup de la mémoire? Alors, préciser. Ce qui va permettre de contextualiser, si tu veux, c'est justement de se représenter, parce que c'est une mémoire en lien avec l'imagination, avec la représentation. Toi, souvent, quand on dit que j'ai une mémoire visuelle, le vrai terme, ce serait plutôt de se dire j'ai une mémoire iconique, je retiens bien ce que je suis capable de me représenter mentalement. Donc on a besoin souvent de contextualiser une information. Quand on a des élèves qui sont, on l'a vu dans un précédent podcast, en rupture avec les mathématiques, souvent c'est qu'ils ne savent pas à quoi ça sert. Ils ne savent pas à contextualiser l'usage d'un théorème ou je ne sais quoi. Tu vois? D'accord. Bah oui, ça le sketchnote ou le mind map, hein, en termes de prise de notes, ou de technique pour faire des fiches de révision, ça s'inscrit tout à fait dans cette notion de contexte par rapport à l'information. Puisqu'on va prendre de la hauteur. Tu parlais par exemple d'un théorème en maths. Apprendre un théorème en maths de façon isolée, ça va pas servir à grand chose. Ce qui est important, par exemple, c'est d'avoir une vision globale de sa leçon de maths, du sujet de la leçon de maths, des différents théorèmes, de comment ils se répondent, de quels sont les
les cas d'utilisation, les limites de tel et tel théorème, ce qui va permettre de pouvoir les appliquer, donc de passer du savoir au savoir-faire beaucoup plus facilement dans le cadre d'exercices derrière. Ouais. Donc, c'est pas. Tu vois, Oui. pour le coup, je veux dire, pour moi, la pensée visuelle, en tout cas, peut-être les outils de sketchnote principalement, c'est ça de se dire, je prends un exemple tout bête, hein, vraiment tout bête, et je sais parce que moi, ça a été un vrai problème pour moi. Quand on parle, par exemple, de mètres cubes, bah, le fait de dessiner un cube d'un mètre sur un mètre sur un mètre, rempli d'eau, permet de comprendre c'est quoi un mètre cube. Tu vois, et là, tu Et un mètre carré, contextualises. pareil. Et un mètre carré, pareil. Et ce que je veux dire par là, c'est que comment, soit ça reste effectivement qu'un mot plutôt qu'une représentation avec un 1, un M et un petit 3, ou, un petit 3 pas en indice, mais comment en exposant. Et au final, je ne vais pas forcément comprendre. Mais moi, si on m'avait tout de suite dessiné un cube d'un mètre sur un mètre sur un mètre, j'aurais compris c'était quoi un mètre cube. Et quand on m'aurait demandé 3 ou 4 mètres cubes, j'aurais dessiné 4 carrés, 4 cubes en fait, tu vois. Et donc, en soi, ça pour le coup, moi, je vois bien l'intérêt, si tu veux, de ce genre d'outil pour se représenter et contextualiser une information. Tout à fait. Et ça, c'est pour l'information en tant que telle. Et tu parles des maths, mais enfin, j'essaie de remonter dans ton sens. Moi, je me souviens de cours en maths où j'étais pas très très bon en maths, hein, j'étais pas mauvais, mais je me souvenais de cours de trigonométrie où j'appliquais un peu bêtement des formules, tu vois. Et j'ai redécouvert les maths grâce à la pensée visuelle après. Et en fait, quand tu comprends les maths par le visuel, quand tu matérialises des choses conceptuelles avec un schéma simple, tu parlais du cube, on peut parler d'un carré, par exemple, hein, pour un mètre carré. Pour la trigonométrie, c'est pareil. Ça devient complètement logique. Et à partir du moment où c'est logique et qu'on comprend la logique interne du système, et c'est ça que va permettre un mind map, un sketchnote, c'est de comprendre la logique interne du système. C'est la leçon étant un système, on va dire, ou un cours étant un système. Une fois qu'on comprend cette logique interne, ça va être beaucoup beaucoup plus simple de l'appliquer, que ça soit sur du savoir-faire pur type mathématique ou de la retransmission de savoir comme de l'histoire ou de la géographie, par exemple. Tout à fait. Alors, vas-y. Oui, vas-y. Ouais, j'aurais peut-être voulu continuer un petit peu. Je sais pas si on peut appeler ça le contexte de la mémoire, mais il y a un phénomène qui est surprenant quand on prend des notes visuelles, surtout quand on atteint un certain niveau et qu'on est on est un peu, j'ai envie de dire, tout terrain en termes de prise de notes visuelles. On peut l'utiliser dans n'importe quel contexte et en direct, par exemple, dans des formations, dans des conférences, dans des cours. Quand on arrive à faire ça, il y a un effet très amusant qui se produit, c'est qu'on va très fortement activer ce qu'on appelle la mémoire épisodique, donc la mémoire des épisodes de notre vie, où les informations, on va complètement les contextualiser avec le vécu du moment. Et quand on va relire sa note, souvent, je fais ça en conférence, par exemple, si je relis ma planche, je vais dire, ah oui, je me souviens, j'ai noté ce mot-là et j'ai fait ce picto à ce moment-là, et je me souviens presque des mots qu'a dit l'orateur, par exemple, qui m'ont fait penser à ça. Et c'est ce que j'ai noté. Tu vois, ça permet vraiment j'ai envie de dire, de personnaliser l'information. Ouais, c'est ça. Et ça la rend mais tellement plus facile à mémoriser derrière. Alors après, c'est pas évident de prendre des notes quand même en outil visuel. Enfin, je trouve que c'est pas forcément évident. Est-ce qu'on peut aussi imaginer qu'on prenne des notes de façon classique, avec des mots, et ensuite, après, on transforme ces notes en production de type sketchnote? Oui, tout à fait. Et là, ça sera la forme de fiche de révision, par exemple. Oui. On peut faire ça en 2 étapes. Ce que je trouve dommage, dommage, oui et non, parce que c'est pas que c'est pas évident. Vraiment, c'est accessible à tout le monde, je pense. Mais c'est comme toutes les disciplines qui requièrent de la méthode. La méthode, on doit l'apprendre d'abord et puis la pratiquer pour créer des automatismes. C'est un peu comme si je te disais, par exemple, que c'est pas évident de mémoriser des chiffres instantanés, des numéros de téléphone, etc. Et imagine que tu vas me répondre, c'est pas très compliqué. C'est pas compliqué si tu as de bonnes méthodes, évidemment. Oui, voilà. Voilà, de table de rappel, mais les méthodes, mais que tu les as pratiquées, que tu les as automatisées. On est bien d'accord. Quand on parle de mémoire procédurale, alors de mémoire, la mémoire procédurale, c'est plutôt au niveau de la gestuelle. Tu m'arrêtes si je me trompe. Moi, j'aime bien, alors c'est très personnel, pousser un petit peu et parler de procédure mentale, entre guillemets. Et donc, dans la mémoire, c'était un exemple où t'as dû l'expliquer plein de fois déjà, j'imagine, mais c'est aussi valable sur la prise de notes. C'est-à-dire qu'on va développer une forme d'écoute active très particulière.
on va développer une forme de prise de notes qui va devenir presque intuitive en fait, et ça devient très très facile. Ouais. Mais oui, ça demande un peu de temps et d'effort. Pour ceux qui veulent pas fournir ou qui ne peuvent pas fournir ces efforts et qui n'ont pas le temps de le faire, on peut apprendre les rudiments et faire ça en 2 temps effectivement, ce qui va permettre de travailler en linéaire dans un premier temps. Et ensuite, le linéaire, on va l'analyser au calme et on va restructurer le sens du texte linéaire de façon beaucoup plus directe et visuelle avec un mind map ou avec un sketchnote. Donc c'est un peu ce que je dis souvent, ce que je donne souvent comme conseil. De toute façon le secret de l'efficacité, c'est dans l'automatisation des tâches, c'est d'avoir des approches systémiques. Il faut que, évidemment, cette stratégie, cette technique soit implicite. Hein, il faut que vous la fassiez naturellement, effectivement, comme marcher, comme lire. Et donc, ça demande de l'entraînement, de la pratique. Et c'est à cette condition que vous serez donc efficace. Est-ce que ça ne demande pas trop d'attention et de concentration de devoir prendre des notes de cette façon? Et ben en fait, tu as presque donné la réponse avant de poser ta question dans ce côté implicite. C'est-à-dire que quand on s'entraîne suffisamment, ça va devenir une seconde nature. On va vraiment libérer de l'espace mental au traitement de l'information. C'est-à-dire à l'écoute, à l'analyse de ce que j'écoute ou de ce que je lis. Et cette analyse va se faire de façon beaucoup plus facile. Et l'exécution du mind map ou du sketchnote, on n'a plus à réfléchir. Si je passe en mode mind map, je sais comment ça se branche, je sais comment écrire dessus. Les pictos, avec l'habitude, ils vont venir facilement, plus ou moins facilement suivant les thématiques. Mais tu vois, ça me demande très peu de ressources attentionnelles pour appliquer la technique mind map ou la technique sketchnote. Et mon attention, elle va être portée, je vais avoir un vrai focus sur une écoute très particulière, une lecture très particulière que j'appelle active. Avec de l'expérience, et j'en ai parlé à d'autres facilitateurs graphiques qui font la même chose. Et il y a un point commun, c'est on change légèrement d'état de conscience quand on fait ça. Et on rentre tout doucement dans une forme d'état de flow. Tu vois, une espèce d'écoute. Et là, ça devient facile. Cet état de flow, ce changement de niveau de conscience, il ne peut apparaître uniquement si j'ai un niveau de maîtrise suffisant de l'outil. Oui. C'est encore une fois la distribution de l'attention. Je peux pas mettre mon attention sur l'exécution d'une pratique technique que je maîtrise pas assez et sur une écoute de sujets plus ou moins complexes. Et une des pratiques, évidemment, c'est de posséder sans doute un certain nombre de mots visuels, donc du vocabulaire visuel. Et j'aimerais qu'on en parle justement juste après, à travers des conseils de base peut-être pour démarrer. Alors Cyril, si on devait se lancer dans la pratique de la pensée visuelle, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller pour démarrer simplement à notre niveau, nous pauvres moldus? Eh bien, je vais peut-être prendre le contre-pied de l'imagination classique qu'on l'on peut avoir sur la pensée visuelle, sur le mind mapping ou le sketchnoting, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à dessiner, qu'il faut faire des dessins. J'ai l'habitude de dire en formation que le pictogramme, c'est la cerise sur le gâteau, sur votre note. Et la cerise sur le gâteau, on la met à la fin. Et il vaut mieux s'assurer au départ qu'on a une bonne recette et qu'on sait bien l'exécuter. Et c'est quoi une bonne recette? Eh ben, c'est de savoir d'abord très correctement écrire. Donc, travailler un tout petit peu sa typo. Sur des notes visuelles, on va moins écrire. On va écrire que des mots-clés. Donc, c'est d'écrire, par exemple, en majuscule et de façon très lisible. Et ça va permettre de gagner beaucoup, beaucoup en clarté en lecture. Ça, c'était pour déconstruire un petit peu le mythe de savoir absolument dessiner, tu vois, pour commencer. La meilleure chose, à mon sens, si on veut démarrer, correctement sans perdre du temps, c'est de se former. Et je préconise souvent de commencer par le mind mapping. Pourquoi le mind mapping? Parce que après, ça dépend des sensibilités. Hein. Par exemple, toi, tu préfères le sketchnoting, mais de manière générale, le mind mapping est considéré comme plus simple parce qu'il a des règles qui sont assez strictes. Et ça peut paraître paradoxal, mais quand on a moins de choix, c'est plus facile à utiliser. Le sketchnoting est beaucoup plus libre, on a beaucoup plus de choix, et du coup, trop de choix à un moment donné peut tuer le choix. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Et le mind mapping, c'est un outil qui est très très polyvalent, c'est-à-dire qu'on peut à la fois prendre des notes, c'est-à-dire gérer de l'information externe, j'écoute, je lis,
je processe dans mon cerveau et je note ma représentation mentale de ce que j'écoute. Mais je peux aussi gérer ce que j'appelle les informations internes, c'est-à-dire j'ai des idées dans ma tête, j'ai besoin de produire quelque chose, j'ai besoin de, si je suis à l'école, de produire une rédaction, un plan d'action pour le travail, une préparation de réunion, etc. Donc je peux coucher mes idées et les organiser grâce au mind mapping. Donc c'est le seul outil à ma connaissance qui permet de faire ça dans les deux sens. Et c'est très très facile à apprendre. Donc moi je conseille souvent de commencer par le mind mapping et si les gens ont envie d'aller plus loin, il y a le sketchnoting, puis la facilitation graphique. Et bien sûr, quand on aborde de toute façon le mind mapping, le sketchnoting, on en vient à découvrir non pas le dessin comme du dessin artistique, mais ce que j'appelle du dessin pour la pensée visuelle, c'est-à-dire comment je transforme des idées en dessins simples avec des traits simples. Et ça, c'est aussi que de la méthode. Bah, tu l'as vu avec moi, hein, alors, des fois j'ai l'impression de vendre du rêve, mais ça marche pour tout le monde. Tout le monde est capable de représenter des idées avec des dessins simples. Sachant qu'après, voilà, tout le monde prend à son niveau ce dont il a besoin. Et justement, toi, tu proposes des formations, tu formes des gens évidemment en présentiel, mais tu as aussi des solutions en ligne pour se former et s'auto-former à toutes ces choses. Par quoi est-ce qu'il faudrait commencer ? Alors, au choix, si la personne a la possibilité, le mieux pour moi, ça serait de participer à une formation mind mapping, ce que j'appelle praticien mind. Ouais, Comment ça. Les masterclass dont tu parlais aussi non, pas les masterclass. Une formation Zoom, une formation Zoom, une formation présentielle sur le mind mapping. Ça dure un jour plus 3 soirées d'approfondissement. Donc on a un mois de pratique. Et ça se fait en Zoom en direct avec toi. C'est pas en autonomie. Ça c'est quoi? C'est vraiment toi tu es présent derrière l'écran. C'est avec moi, exactement. C'est avec moi, avec des retours personnalisés. Vous me voyez pratiquer via soit mon iPad, soit ma caméra, etc. Donc là, c'est le meilleur moyen de se mettre le pied à l'étrier avec un feedback, ce qui permet de corriger tout de suite ce que j'appelle les erreurs du débutant. En combien de temps on peut espérer avoir un niveau correct ou en tout cas valable pour être autonome? À la fin de la formation, vous êtes autonome pour faire des cartes. Si vous pratiquez un petit peu chaque semaine, vous êtes autonome. Vous ne ferez pas des cartes de championnat du monde, c'est un autre niveau. Mais c'est pas ce qu'on cherche. On cherche juste à rendre clair de l'information. Et ça de combien de temps? Et c'est vraiment facile. Combien de temps ça dure cette première formation? C'est une journée pleine. On fait ça soit un samedi, soit un dimanche. Et on passe 3 soirées, à peu près 1h30 ou 2 heures. Donc 3 soirées, un soir par semaine. Ça se poursuit sur 3 semaines. Ce qui permet, avant, je faisais ça sur 2 jours. Ouais. En fait, la deuxième journée, je l'ai dilué. Ce qui permet de pratiquer beaucoup plus longtemps et d'avoir plus de feedback. Ça, c'est la première solution. Oui. La deuxième solution, c'est de travailler en autonomie. Donc là, j'ai ce que j'appelle des masterclass. C'est des formations courtes avec un objectif pédagogique très serré. Et c'est des formations qui vont se suivre en ligne, en autonomie, qui vont durer 1 heure ou 2 sur plusieurs domaines autour de l'efficience cognitive et notamment de la pensée visuelle. Donc, sur les bases du mind mapping, le dessin par la pensée visuelle, etc. Donc, si vous vous intéressez à la pensée visuelle et donc à progresser dans ce domaine ou à progresser dans ce domaine ou à vous initier, eh bien, je vous propose de retrouver Cyril sur son site cyril-maître.com. Tu me dis si je me trompe, Cyril, mais c'est tout à fait ça. Et vous aurez donc à votre disposition donc toutes sortes de solutions pour vous lancer dans cette pratique de pensée visuelle et donc afin d'optimiser pour vous ou pour vos enfants, parce que voilà, ça peut être aussi pour vos enfants, et optimiser donc votre capacité à traiter de façon efficiente la mémoire. Merci Cyril. Tout à fait. Si je peux me permettre, juste avant qu'on se quitte, pour les gens qui veulent découvrir, parce que là je parle de produits payants, c'est comme ça que je gagne ma vie, mais si vous voulez découvrir, j'ai une formation courte de découverte, et c'est complètement gratuit, de découverte à l'efficience cognitive. Donc on parle un petit peu de mémoire, un peu de lecture efficace, de pensée visuelle. Donc ça vous permettra de faire le tour de ce que c'est avec des choses très pratico-pratiques et voir si ça éveille chez vous une sensibilité particulière. Et ça, il suffit j'imagine, de s'inscrire uniquement sur ton site pour profiter de tout ça. Oui. Voilà, c'est commencer ici de mémoire et vous avez accès à ça. Autrement, pour le reste, c'est dans l'onglet les formations. Super, merci beaucoup Cyril. À très bientôt. À bientôt Vincent. Au revoir. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver donc tous les autres podcasts sur mon site. Et donc tous les autres conseils, mes formations également en ligne sur le site https://les-secret.com. On se retrouve dans un prochain épisode. Merci à vous et à bientôt.